Je suis très content que cette soirée ait lieu. D'abord, peut-être remercier nos intervenants et nos invités. Notre chère ministre, Amélie, merci beaucoup d'être là. Valérie, Liam, Pierre-Alexandre, merci à tous les quatre d'avoir accepté cette soirée. Je commence par une petite anecdote. Ce matin, j'étais sur France Inter. Il y a un auditeur qui a appelé, qui a dit on parle pas assez d'Europe. Alors j'étais très content de ça parce que voilà, je m'aperçois quand on fait la matinale de France Inter, il y a plein de gens qui écoutent France Inter dans notre écosystème. J'étais très content d'entendre ça parce que je pense exactement la même chose. On ne parle pas suffisamment d'Europe et pourtant on parle davantage d'Europe, je trouve, maintenant. C'est toi, Amélie, le jour qui me faisait remarquer quand Nathalie Loiseau était dimanche sur France Inter, tu me disais, ça n'arrivait jamais avant, qu'on ait une de nos députées européennes qui soit pendant une heure, un dimanche sur France Inter. On parle plus d'Europe, mais pas encore suffisamment d'Europe. Et donc je suis très content qu'on puisse continuer à faire vivre ce débat au sein de En Marche, parce que pour nous, l'Europe, c'est pas une question d'élection, c'est une question de génération. On l'a toujours dit comme ça. Il faut absolument qu'on ne s'arrête pas à ce schéma assez classique finalement. On fait la campagne des élections européennes, on parle beaucoup d'Europe, on crie notre amour pour l'Europe et puis ensuite on n'en parle pas pendant toute une mandature. Non, nous, c'est tout le contraire. On pense que le plus important a commencé avec les élections, on n'a pas fini avec les élections. Et maintenant, ce qui est essentiel, c'est ce qui va se passer en Europe et il faut que les lignes puissent bouger. Elles ont bougé beaucoup. Je ne vais pas être long sur le sujet parce que vous en parlerez certainement. Mais ce qui est devant nous, c'est l'enjeu de pouvoir délivrer. On a cet enjeu-là. On a porté beaucoup de propositions très fortes pendant cette campagne européenne. Et donc maintenant, on a les moyens de pouvoir agir avec des ministres, avec des députés, avec un commissaire peut-être dans quelques jours, je le pense. C'est une journée importante aussi pour la France, évidemment, aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement bien qu'au sein d'En Marche, on puisse continuer à discuter d'Europe. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est que c'est bien qu'on puisse le faire exactement de façon fidèle à ce qu'on a dit au campus des territoires, c'est-à-dire en s'ouvrant, en écoutant et en ayant des moments de dialogue au sein de la République En Marche. Et aujourd'hui, on ouvre un cycle de conférences-débats qui correspond à cette promesse-là qu'on a ouvert au campus des territoires à Bordeaux. On écoute. Et on écoute, ça veut dire qu'on dialogue, pas forcément entre nous, pas forcément qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous. Et Liam, je voudrais vous remercier, parce que vous n'êtes pas toujours d'accord avec nous, et peut-être que ce soir, ça sera le cas, et vous allez nous faire savoir ce que vous pensez. Vous êtes ancien député européen, mais aussi économiste, et je pense que c'est très intéressant de pouvoir confronter les points de vue, de pouvoir débattre, y compris sur les sujets parfois qu'on dit arides, le budget européen. C'est un sujet qui, en fait, cache énormément d'enjeux qui sont extrêmement essentiels parce qu'un budget, ça traduit les priorités politiques. Et donc, ce soir, je suis ravi qu'on puisse parler politique ensemble. Valérie, c'est aussi, je te le dis, une fierté de te voir ici parce qu'on a fait la campagne ensemble, côte à côte. Et maintenant, de te voir députée européenne, c'est évidemment une grande fierté. Puis je termine avec toi, Pierre-Alexandre, parce que pour te remercier, toi aussi, on fait les choses côte à côte depuis bien longtemps. Et tu animes pour le mouvement un peu notre écosystème européen. Et c'est très très important de pouvoir continuer à le faire vivre. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier tous les quatre pour votre présence, de prendre du temps parce qu'il est précieux. Il y a beaucoup d'actualités en ce moment. On parlait avec Amélie tout à l'heure du Brexit. Je crois que ça t'occupe un petit peu en ce moment. Peut-être qu'on pourra s'en dire un mot. Donc n'hésitez pas. Merci d'être là, à interagir, à profiter de la présence de ces invités prestigieux. Place au débat, voilà, je vous lance, c'est toi Pierre-Alexandre qui continue, et moi je vais me mettre dans un petit coin, je vais vous écouter très passionnément. Merci Stan pour ces mots d'introduction et merci à toutes et tous pour votre présence ce soir. Alors moi je vais pas être long parce que j'ai le rôle de modérateur, donc je sers les plats à nos invités pour qu'ils puissent développer leur vision sur le sujet qu'on va aborder ce soir, qui est un sujet de prime abord qui peut paraître un petit peu technique. Le budget, ça peut paraître âpre, un petit peu effrayant, mais en réalité c'est certainement l'objet le plus politique que l'on puisse avoir à débattre, parce qu'en réalité un budget c'est pas un simple exercice comptable, mais c'est la traduction de l'ambition politique que l'on se donne pour un pays ou pour l'Europe en l'occurrence, puisque c'est ce qui va nous animer ce soir. Alors notre discussion de ce soir, elle a forcément une résonance particulière
particulière parce que l'Europe est confrontée à des défis extrêmement importants et chacun de vous trois pourra évidemment revenir dessus, mais aussi une résonance particulière parce qu'on est en train de vivre un moment d'incertitude qui perdure depuis un certain nombre d'années, et je pense évidemment au Brexit qui a parasité une partie de la législature passée et qui continue encore dans ce début de législature à animer une grande partie de la vie politique de nos États membres et évidemment des institutions européennes. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut rapidement sortir de cette incertitude, aller vers le plus de clarté et construire un budget qui soit le plus cohérent et le plus ambitieux. La cohérence, et je pense qu'Amélie pourra peut-être en dire un mot parce que c'est ce qu'a dit en partie le président de la République la semaine passée à Bruxelles, la cohérence, c'est d'abord à notre sens et à mon sens, de ne pas opposer les politiques dites nouvelles, l'intelligence artificielle, la défense, le numérique, les migrations, évidemment le climat et l'environnement, aux politiques plus traditionnelles que peuvent être la politique agricole commune ou la politique de cohésion. Et l'ambition, ça revient à adapter ce budget au moment politique que nous vivons. Le Parlement européen, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, a donné sa confiance à Ursula von der Leyen, et Ursula von der Leyen a dit qu'elle voulait faire de sa commission une commission géopolitique, c'est-à-dire faire de l'Europe un acteur politique capable d'influer sur les grands enjeux de notre temps, de retrouver une place dans le concert des nations. Et je crois que moi, qu'il y a une question de crédibilité très forte pour notre mouvement, pour notre pays, c'est d'être capable de corréler ce budget européen aux objectifs qu'on s'est fixés. On ne peut pas, à mon sens, avoir des discours extrêmement ambitieux au moment des élections européennes, toute sensibilité politique différente, et une fois arrivé au Parlement européen ou à l'exercice du pouvoir, avoir une politique qui serait moins ambitieuse. Et donc il y a un enjeu de crédibilité autour du budget européen qui, à mon sens, est très fort. Et puis c'est un enjeu de pouvoir aussi pour l'Europe, où l'on voit que les empires continents que sont les États-Unis ou la Chine, eux, investissent beaucoup et investissent massivement dans toutes ces politiques. Et donc il y a des enjeux politiques importants. Et donc pour revenir sur ces sujets-là, moi je voudrais d'abord donner la parole à Amélie de Montchalin, que vous connaissez évidemment toutes et tous, qui est notre secrétaire d'État aux affaires européennes, qui était avant une députée importante de notre groupe, whip, coordinatrice notamment de la commission des finances, Valérie Hayer, qui est députée européenne, qui était sur notre liste Renaissance. Tu es aujourd'hui coordinatrice pour le groupe Renew de la commission des budgets au Parlement européen, et puis Liam Hancock qui a été député européen. Vous êtes économiste, professeur à Paris 1, vous avez travaillé sur des rapports extrêmement importants, notamment au moment de la crise économique et financière qu'on a connue à la fin des années 2010 jusqu'en 2014, et donc ce sera intéressant d'avoir votre perception sur tout cela. Donc je cède sans plus tarder la parole à Amélie de Montchalin tout de suite. Merci beaucoup. Bravo. Alors, avant d'être dans le budget, je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait ces débats, parce que quand on est dans ma position, on fait parfois des choses qui ont l'air très très techniques, en fait qui s'expliquent, je crois, assez bien, et en tout cas de manière claire, et on a besoin de relais, on a besoin de gens qui expliquent à leurs propres amis, à leurs propres autres marcheurs, au fond ce qu'on fait de nos journées, parce que sinon on a quand même l'impression qu'on vit sur notre planète. Donc c'est très bien qu'on ait ces débats, et qu'on puisse avoir aussi un peu de confrontation, pas juste entre nous, on pense que forcément tout est simple et limpide. Donc merci Stan de cette organisation, et merci Pierre-Alexandre. Alors j'allais vous dire, moi j'aime le budget. Ça fait donc maintenant effectivement 2 ans que je consacre beaucoup de mon temps à non pas juste aimer les chiffres, même si je suis économiste de formation, donc j'aime bien les chiffres, mais surtout à faire de cet outil politique ce qu'il doit être, c'est-à-dire au fond le fondement d'une politique. Si on parle et qu'on n'a pas de moyens pour faire ce qu'on a dit qu'on voulait faire, eh bien ça reste très sympathique, ça reste de la littérature, voire de la poésie, voire des discours, mais ça ne deviendra jamais concret. Et donc un budget, et on l'a vu quand je me suis retrouvée donc whip de la commission des finances au tout début de notre 2017, notre aventure avec le président de la République, j'étais en charge de finalement donner de la cohérence à notre projet politique avec ce budget des 5 ans que nous portions avec beaucoup d'envie. Mais au fond, c'était le moment de vérité. C'est que si c'est pas dans le budget, c'est que ça n'existe pas. C'est-à-dire que on a en général besoin peut-être parfois de tout petits moyens, mais si ces tout petits moyens, ils n'existent pas pour porter des projets, des politiques, si on ne réforme pas les moyens qu'on se donne, en fait, on ne fait rien. Et donc, un budget, c'est structurant pour,
On l'a vu en France pour, par exemple, le pouvoir d'achat des ménages, pour la valeur travail, pour l'investissement, pour quand on dit qu'on veut investir dans l'humain et donc dans l'éducation, si on ne voit pas dans les chiffres toutes ces intentions devenir concrètes, c'est des paroles, mais ce n'est pas des actes. Le budget européen, en fait, c'est très intéressant, c'est pareil. Ça ne représente qu'un petit pourcent, en fait, de toute la richesse de l'Europe, 1% du PIB européen, à peu près, je ne vais pas tout de suite vous dire dans les virgules, mais à peu près 1% du PIB européen. Et c'est extrêmement structurant parce que si on n'a pas ce petit pourcent-là, rien de ce que fait l'Europe, et que vous connaissez ou que vous voudriez qu'elle fasse, n'est possible. Et là où c'est un budget un peu particulier, c'est que c'est un budget sur 7 ans. Alors 7 ans, c'est pas 5 ans, donc c'est même pas exactement la mandature des députés européens, parce que le budget là qu'on négocie, c'est le budget 2021-2027. Ça a un avantage, c'est qu'on peut faire des choses sur le temps long. Et souvent, on se dit la politique, elle fait des choses sur le trop court terme, et donc finalement, elle va au gré des aléas, des actualités. C'est un budget sur 7 ans, ça nous sort de ça. Donc on peut faire des choses sur le temps long. Le problème, c'est que c'est difficile, vous voyez, de négocier à l'automne 2019 pour le monde qui sera celui de 2027. Et donc, à la fois, ça a des bénéfices, parce qu'on se donne du temps long, mais en même temps, ça a un risque, c'est qu'au risque de... On l'a vu, par exemple, dans le budget précédent, qui était le budget 2014-2020, qui avait été négocié en 2012, personne à l'époque n'imaginait qu'en 2015-2016, on aurait un grand défi migratoire. Et donc là, l'Europe se trouve un peu démunie. C'est aussi pour ça qu'elle est parfois décalée par rapport à ce que les citoyens attendent. Mais parce que les moyens qu'elle a, en fait, ils ont été négociés, vous voyez, 5 ou 6 ou 7 ans avant. Donc ça, c'est une contrainte, mais c'est aussi une chance, c'est qu'on est en train aujourd'hui de nous donner les moyens de ce que sera l'Europe dans la prochaine décennie. Pour les années 2020, voilà, entre 2021 et 2027, c'est maintenant que ça se décide. Ça veut donc dire qu'on est à un moment où on peut donner de vraies directions, nous donner de vraies ambitions et nous donner des moyens. Et donc, tout notre enjeu, c'est de définir au fond les priorités sur lesquelles on veut que concrètement l'Europe agisse pendant la décennie qui vient. Alors Pierre-Alexandre en a parlé. Je ne suis pas sûre qu'il faille se dire, au fond, la décennie qui vient, ça sera un peu du passé et puis un peu du futur. Ça n'a pas beaucoup de sens de le présenter comme ça. La décennie qu'on veut construire en Europe, c'est une décennie de souveraineté et une décennie de solidarité. Au fond, c'est une décennie où l'Europe devient plus autonome dans certaines dimensions, où elle porte elle-même un message qui est le sien. Et puis, c'est une décennie où elle porte aussi plus de convergence. Au fond, elle réduit les inégalités entre les Européens. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets. Ce qu'on porte sur la souveraineté. D'abord, on porte la souveraineté alimentaire. Je pense qu'en France, en ce moment, on le voit avec les agriculteurs, on le voit avec tous les mouvements aussi plus de transition écologique. Ce qu'on mange, c'est extrêmement important pour notre santé, c'est extrêmement important pour notre territoire et c'est extrêmement important pour la capacité à être souverain. C'est à pas devoir importer du monde entier notre nourriture qui est quand même le premier de nos besoins. On veut construire une souveraineté stratégique avec une vraie politique de défense européenne, avec une politique pour l'espace. Voilà, Galileo, c'est une possibilité d'avoir dans tous nos téléphones un outil qui ne soit pas américain, un outil européen. On veut construire une souveraineté économique dans le numérique, face aux GAFA, dans la recherche, pour pouvoir, par exemple, inventer nos propres médicaments, pour faire face à la concurrence de la Chine et des États-Unis dans l'industrie. Et donc, cette souveraineté économique, c'est aussi un grand pilier. Mais on veut aussi créer de la solidarité envers les plus jeunes. C'est toutes les aides à la mobilité, tout ce qu'on fait avec Erasmus, par exemple, ou l'apprentissage. La solidarité envers les régions les plus pauvres, c'est ce qu'on appelle la politique de cohésion, la politique des fonds structurels. Comment, dans les endroits où économiquement c'est plus difficile, on peut créer des dynamiques économiques. Solidarité envers les plus démunis. Vous savez que toute l'aide alimentaire en France, c'est le programme du FEAD, le Fonds européen pour l'aide aux plus démunis. Les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, s'ils distribuent des repas en France, à peu près quasiment la moitié de ce qu'ils distribuent, c'est financé par l'Europe. Et puis solidarité envers le reste du monde, et donc c'est comment on repense une vraie politique de développement, une politique qui soit une politique de coopération et de développement des pays avec lesquels l'Europe travaille et souhaite justement les amener à plus de prospérité. Donc ça, c'est vraiment comment, voilà, un budget, c'est nos priorités, créer de la souveraineté, créer de la solidarité. Et donc, thématiquement, je vous ai donné quelques exemples. Après, on se dit qu'un budget, c'est un outil politique aussi en interne, pour que les pays européens, c'est un peu la carotte et le bâton. C'est-à-dire que si on veut que les pays européens fassent un peu plus de choses eux-mêmes, on peut leur donner des incitations ou inversement des désincitations. Et donc, par exemple, à travers la transition écologique, on aimerait que notre budget soit un budget incitatif.
Dans l'agriculture, on a beaucoup de pratiques qui existent déjà, que les agriculteurs mettent en œuvre pour réduire les émissions de CO2, pour utiliser moins de pesticides. C'est intéressant de leur donner des bonus si ils développent ces politiques. Ça peut être donc aussi de mettre des nouvelles ressources propres environnementales. On voudrait financer notre budget avec une taxe carbone aux frontières, avec une ressource sur le plastique non recyclé, avec le marché carbone, c'est le marché du CO2 en Europe, que ça puisse alimenter le budget européen. Deuxième type d'incitation, donc on a parlé d'écologie et de transition. Deuxième type, c'est les éléments sociaux, la politique sociale. On aimerait créer un système pour que dans les pays où ceux qui travaillent à plein temps ont des salaires qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on trouve un moyen de leur dire que c'est quand même pas vraiment ce qu'on pense être européen. Donc c'est quand on parle de salaire minimum européen, c'est pas que dans tous les pays, et comme Muriel Pénicaud qui signe le SMIC égale 9,67 € brut par heure. Ça, c'est pas comme ça que beaucoup de pays fonctionnent. Mais on voudrait pouvoir s'assurer qu'aucun travailleur à plein temps en Europe gagne moins que le seuil de pauvreté. Et ça, c'est quand même une ambition sociale qui est visible, compréhensible. On veut aussi créer des incitations pour respecter l'état de droit. L'état de droit, c'est tout ce qui, au fond, défend les valeurs de l'Union. C'est le fait qu'on n'a pas de jugement arbitraire, c'est le fait que la justice est indépendante, c'est le fait qu'on ne s'attaque pas aux minorités, qu'on n'empêche pas les Roms de travailler, qu'on ne met pas des lois qui empêcheraient les personnes LGBT de pouvoir avoir accès au marché du travail ou à l'éducation. Donc un pays qui ne respecte pas ces valeurs, on doit pouvoir aussi trouver un moyen de ne pas lui donner exactement la même somme d'argent. Il faut que ça ait un coût, parce que sinon ça reste tout ça assez théorique. Et puis on voudrait aussi créer des incitations sur la gestion des flux migratoires, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe. Il y a des pays qui jouent le jeu, qui, au fond, partagent une partie, je ne sais pas s'il faut dire du fardeau, mais partagent une partie de l'effort collectif que ça demande d'accueillir dignement ceux qui arrivent sur notre territoire quand ils demandent l'asile, par exemple. On a plutôt plus envie d'aider ceux qui le font bien, plutôt que ceux qui nous expliquent que eux, ils accueilleront 10 personnes cette année et ça sera suffisant. Ça existe en Europe. Donc c'est pour ça qu'on a un peu de travail. Donc voilà les objectifs, voilà l'esprit qu'on porte, voilà les priorités. Après, pour être très honnête, c'est un peu une discussion de marchand de tapis. Parce que ça, c'est les beaux principes. Il y a la vraie réalité de la négociation que je mène au Conseil des Affaires Générales avec les autres ministres des Affaires européennes. Il y a ce qui s'est passé entre les chefs d'État et de gouvernement. Il y a ce qui se passe au Parlement européen, où je vais tous les mois pour voir ceux qui travaillent sur le sujet. C'est une discussion de marchand de tapis parce qu'il y a deux types de pays en Europe. Il y a les pays qui s'appellent les contributeurs nets. Ça veut dire ceux qui donnent un peu plus d'argent qu'ils n'en reçoivent. Et nous, c'est la France, par exemple. Et puis, il y a les pays qui sont des bénéficiaires nets, c'est-à-dire qui donnent un peu moins que ce qu'ils reçoivent. C'est normal, ça s'appelle la solidarité européenne. Sauf que vous imaginez bien que, pas les ministres des Affaires européennes, mais les ministres des Finances, ils sont assez regardants. Parce qu'ils disaient, si on donne une part des impôts des Français à Bruxelles, il ne faut pas que ça disparaisse totalement quand même de la réalité française. Donc, ça serait intéressant qu'on regarde notre taux de retour. Combien on pense qu'il va nous retomber dessus une fois qu'on aura mis ça dans la grande moulinette européenne. Mais, et donc nous, bien sûr, en tant que Français, on défend des intérêts. Je vais vous les présenter sur ce que nous, on pense qui est important, qui reviennent chez nous. Mais vous imaginez bien que si tout le monde veut un taux de retour égal, c'est pas la peine de faire un budget européen, parce qu'en ce cas-là, autant qu'on garde nous-mêmes nos sous, parce que c'est pas la peine de les envoyer loin pour qu'ils reviennent. Vous voyez, on peut les garder pour nous-mêmes. Donc, c'est normal qu'il y ait une forme de solidarité. Et donc lundi, les députés français ont voté que la France envoyait à Bruxelles en 2020 21,3 milliards d'euros. On ne va pas retrouver 21 milliards en 2020, on va retrouver plutôt 16, 17, 18. Mais il y a quelques milliards qui vont rentrer dans le pot commun. Alors c'est un peu plus, on va plutôt retrouver 16 ou 15. Mais il y a des milliards qui vont rentrer dans le pot commun, qui vont permettre de financer des choses dans des pays où ils n'ont pas ces ressources-là. Et c'est ça qui était l'idée européenne, c'est quand même qu'on mette en commun des choses. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas qu'on ne va pas accepter... On a fixé quelques lignes rouges. On est prêt, nous, à contribuer de manière nette. Mais on veut qu'il y ait quand même des choses qui se passent, parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on veut d'abord ? On veut que la politique agricole commune ait un budget qui soit égal à ce qu'il est aujourd'hui à 27. Donc on prend le budget de l'Union européenne, moins le Royaume-Uni, on regarde combien il y a d'argent pour la PAC, et on veut le même argent. Pourquoi ? Parce qu'on est bien conscient que si on demande à nos agriculteurs de faire 1500 choses, s'ils n'ont pas les moyens de vivre et pas les moyens d'investir pour faire ces changements, ça ne marchera pas.
Donc, c'est un principe fort, et je vous ai parlé de notre souveraineté alimentaire. Je pense que c'est essentiel, et que beaucoup d'ailleurs des jeunes qui manifestent pour le climat, au fond, ils parlent au fond beaucoup d'alimentation. Et donc, il faut qu'on ait, sur ce point-là, des moyens, non pas pour faire exactement pareil qu'avant, parce que manifestement, ça ne marche pas. Sinon, les agriculteurs ne seraient pas aussi désespérés et manqueraient aussi autant de revenus. Mais on a besoin de cet argent pour faire différemment, plus, mieux que les agriculteurs et des revenus qu'ils puissent investir et que nous, citoyens, eh bien, on ait confiance dans notre alimentation. Deuxième ligne rouge française, c'est qu'on veut des ressources propres, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout financer par les impôts des ménages, des contribuables et des entreprises. On a besoin d'avoir des vraies ressources européennes. Si on fait une taxe carbone aux frontières, on appelle ça un mécanisme d'inclusion carbone. Au début, on peut le mettre sur l'acier, le ciment, l'aluminium. C'est des produits, on sait très bien comment ils sont produits chez nous, on met pas de normes. On sait très bien comment ils sont produits de l'autre côté des frontières, parfois avec moins de normes. Sauf qu'on sait que quand on les produit chez nous, ça fait moins de CO2 et que quand c'est produit pas chez nous, ça fait plus de CO2. On doit pouvoir se dire, comme on croit quand même que la planète, il n'y a que n'a qu'une, et que les frontières, en fait, l'atmosphère n'en a un peu rien à faire, c'est quand même important qu'on compense par le prix, et donc on rende un peu moins compétitifs les produits qui rentreraient chez nous, qui étaient produits avec moins de normes. C'est un exemple. La taxe sur le plastique non recyclé, c'est pareil. Les pays qui recyclent bien le plastique, ils payent moins. Ou en tout cas, quand le plastique n'est pas recyclé, il envoie un petit peu d'argent à Bruxelles pour financer la transition, par exemple. Troisième point, on veut qu'on arrête avec les rabais. Vous savez, le chèque de Margaret Thatcher ou I want my money back. S'il n'y a plus les Britanniques, ce serait bien qu'on arrête avec le chèque. Vous voyez, ça paraît assez logique. Sauf qu'en fait, le chèque, il y en a un peu maintenant pour les Allemands, il y en a un peu pour les Pays-Bas, il y en a un peu pour les Suédois. Tout le monde a des petits chèques. Sauf que nous, on n'en a pas en France. Donc, on considère que, une fois que les Anglais sont partis, il n'y a plus de chèques. Donc ça, c'est un principe juste de lisibilité. Je crois aussi que c'est un principe démocratique. Si on crée des règles, c'est bien que ce soit un peu les mêmes pour tout le monde. On veut qu'il y ait des conditionnalités. Donc je vous en ai parlé. État de droit, politique sociale, politique migratoire, politique climatique. Ça nous semble important que si on donne de l'argent, que les pays jouent le jeu. Et puis, on veut que sur le plan justement climatique et environnemental, on ait des choses concrètes, ambitieuses, visibles. Pour finir, on est très loin d'avoir un consensus, parce qu'entre les priorités politiques et les discussions de marchands de tapis, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de discussions. Au Parlement européen, Valérie va vous en parler, ça turbule. Le Parlement, lui, il est sympathique parce qu'il a beaucoup d'idées. Donc, si on suit le Parlement, les 21 milliards dont je vous parle, ça ressemble plutôt à 28 ou 29. Vous avez vu la situation en France. Je ne suis pas sûr que je puisse augmenter vos impôts demain pour le financer. Donc, il va falloir qu'on se parle un petit peu. C'est pas Valérie contre qui j'en ai, mais il y a un petit peu de retour à la réalité. Ou alors, il faut trouver des vraies ressources propres européennes vraiment rentables pour que ce ne soit pas les citoyens et les ménages et les familles qui payent, mais que ce soit typiquement ce qui rentre sur notre territoire par les frontières. Dernier point, et ça c'est très important, moi je peux faire tout ça, je peux me battre et passer des nuits, je vous assure, c'est des nuits comme à l'Assemblée, il faut aimer beaucoup le budget parce qu'on ne dort quand même pas beaucoup, mais si l'argent, une fois qu'on le met dans les politiques européennes, quand il arrive en France, on n'est pas capable de le dépenser, c'est un peu frustrant, vous voyez. Donc moi je fais le tour de France en ce moment, de beaucoup de territoires où justement l'Europe devient concrète. Et donc où la politique pour la jeunesse, elle arrive dans les missions locales et on aide les jeunes décrocheurs à trouver un boulot. Je vais dans des communautés de communes au fin fond de l'Hérault, dans des zones très rurales, où on investit pour faire du développement économique dans les cœurs de centre-ville. Ça existe, ça se fait. Je vais voir des agriculteurs qu'on appelle les programmes leaders, c'est-à-dire qui font développement rural autour de leurs exploitations pour développer des circuits courts ou des filières de transformation ou des coopératives, etc., etc. Je vais à Marseille où on a des programmes européens qui font de la recherche sur comment on reconstruit les maisons qui s'effondrent parce qu'elles ont été construites toutes pareilles à Palerme, à Barcelone et à Marseille, mais malheureusement elles s'effondrent toutes un peu en ce moment, etc., etc. Ça marche. Mais là où moi j'ai une difficulté et où je pense que vous êtes des bons relais, c'est que c'est encore trop compliqué, qu'il y a encore trop de gens, d'élus locaux, d'associations, d'entreprises en France qui ne connaissent pas le fait qu'ils peuvent avoir accès aux fonds européens, donc ils payent tous des impôts. Nous tous ici on paye des impôts, mais si on ne sait pas que ça existe, ça ne revient pas chez nous. Et puis surtout en France, on a eu cette manie de se dire il faut qu'on contrôle vraiment, vraiment beaucoup tout cet argent européen parce qu'il pourrait être détourné. Alors c'est vrai que la Commission européenne nous demande de nous assurer que si on prend de l'argent européen, il est dépensé pour des choses qui sont concrètes, visibles, intéressantes.
Le problème, c'est qu'on a mis plus de normes, plus de contrôles que tous nos voisins, donc plus qu'en Belgique, plus qu'en Italie, plus qu'en Espagne, et donc c'est drôlement compliqué. Ça crée des désastres. Il y a une politique qui s'appelle le fonds Leader, c'est quasiment 1 milliard d'euros pour la France pendant 7 ans, qui sont vraiment à disposition de territoires ruraux qui veulent se développer. Aujourd'hui, vous voyez, on est en 2019, c'est un budget qui devait couvrir 2014-2020, on a payé 7% de la somme qui nous concerne. Donc, je vous laisse calculer. C'est quand même, on a encore un peu de temps parce qu'on peut utiliser l'argent jusqu'à 2 ans ou 3 ans après la fin. Donc, on peut aller jusqu'en 2022. Enfin, si aujourd'hui on est à 7%, vous voyez qu'on a un problème. Et ce qui est désespérant, c'est qu'il y a des gens qui ont trouvé des projets. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'énergie. Et donc, voilà, ils ont aujourd'hui l'impression que l'Europe leur rend la vie compliquée. C'est pas l'Europe qui est compliquée, c'est nos procédures, c'est ce qu'on fait avec les régions. Et donc là-dessus, on va essayer de simplifier. J'ai beaucoup parlé, donc je passe la parole à Valérie. Mais voilà un peu ce qui nous occupe. Merci beaucoup Amélie. Donc Valérie, sans plus tarder, la position du Parlement européen qui donc veut augmenter les impôts des Français. Merci Amélie, parce qu'en fait, tu as assez bien décrit globalement aussi la position du Parlement européen, parce que même si, en général, on reproche au Parlement européen d'être trop ambitieux et trop gourmand, de manière générale, je pense que le Parlement européen, et c'est le sentiment que j'avais et c'est ce que je constate aujourd'hui en tant que députée européenne, c'est que le Parlement européen est sans doute le meilleur allié de la France dans les négociations. Peut-être une chose avant d'évoquer la position de manière assez rapide et puis les rapports de force au Parlement européen. Première chose, moi je suis députée européenne depuis mai, nouvelle élue, j'apprends beaucoup de choses, c'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir, que j'ai moi, et qu'on a de pouvoir arriver au moment des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Nos prédécesseurs, ceux qui ont fait le mandat précédent, ils n'ont pas participé aux négociations, puisque les négociations du cadre financier sur le 2014-2020, elles ont eu lieu en 2012-2013, et leur mandat a couru sur les années 2014-2015. Donc à la fois, c'est hyper enthousiasmant parce qu'on arrive, on est dans les négociations, donc on se dit, on a des marges de manœuvre, on va pouvoir renverser la table. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est un peu c'est pas exactement ça. On a des marges de manœuvre, même s'il y a un principe de réalité qui est que le Parlement a déjà exprimé une position qui nous correspond plutôt, nous, en tant que porteurs du programme qu'on a voilà, merci, qui correspond au programme Renaissance. Donc ça nous convient plutôt bien. Et donc on prend cette base de départ, cette base de travail adoptée par le Parlement européen pour ajuster, faire avancer les négociations. Donc on a quand même une base de travail assez intéressante. Puis il y a le principe de réalité. Les négociations, elles patinent, mais elles ont déjà un peu commencé. Et donc il faut que le Parlement européen soit prêt. Et donc c'est plus facile pour le Conseil de trouver un accord à 27 ou 28 que pour le Parlement européen de trouver un accord à 751, forcément. Donc on ne va pas tout rouvrir pour faire la démonstration. Si on réouvrait tout, on ferait la démonstration quand même d'une certaine de clivage, de divergence au sein du Parlement européen, qui serait sans doute néfaste à l'influence du Parlement européen. Si on parle de l'influence du Parlement européen, et du coup je vais commencer par le point par lequel je voulais finir, mais l'influence du Parlement européen, quelle est-elle aujourd'hui ? Je ne reviens pas sur la période, la séquence des commissaires, etc., tout ce que ça implique, mais aussi pour la France, et puis cette confirmation que le Parlement européen a envie de jouer un rôle. Sur la question budgétaire, c'est tout à fait le cas. Le Parlement européen avait déjà adopté une position sur le cadre financier pluriannuel en novembre dernier. Donc, précédente mandature, on a décidé, nous, de prendre une nouvelle position avant le Conseil de la semaine dernière pour réaffirmer la position du Parlement européen, mais pour l'ajuster aussi. L'ajuster notamment sur des éléments qui nous semblent importants aujourd'hui, compte tenu, 1, du résultat des élections, et 2, du programme très ambitieux porté par la présidente élue Ursula von der Leyen. Donc en fait, la position qu'on a portée, c'est un budget à 1,3% du revenu national brut, juste. Alors les États, le Conseil considère que c'est toujours beaucoup trop.
la Commission a mis sur la table une proposition à 1,11. Vous allez me dire 1,11%, 1,3%, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. D'autant que la position des États membres, la plupart du temps, est inférieure. Certains États membres considérant même qu'on doit être à 1% fixe. Juste pour vous donner un ordre d'idée, même si on est sur des formats, des modèles complètement différents, l'État fédéral américain, son budget, c'est 20%. 20%, 1%, quoi. Voilà. Même si, j'insiste, on est sur un modèle différent. Mais ça permet d'avoir quand même un ordre d'idée. Sur le 1,3% et l'ambition du Parlement européen. Moi-même, alors, je suis très sensible à aux attaques en irresponsabilité du Parlement européen. Et quand on est budgétaire, c'est forcément un sujet qui importe. Et oui, on ne va pas dépenser de l'argent comme ça. Et oui, on demande beaucoup. Mais il y a alors deux choses. Il y a les États membres, chaque année, ou au moment de chaque négociation des cadres financiers pluriannuels, demandent plus à l'Union européenne. Il faut préserver la PAC, il faut préserver les fonds de cohésion, il faut des crédits pour les nouveaux défis, il faut financer le climat, etc. Très bien, mais il y a un moment où il faut que ça se traduise budgétairement. Donc le 1,3% du Parlement, il a un sens, c'est pas un chiffre sorti comme ça. Donc c'est révélateur d'une ambition, et puis deux, il y a le principe de réalité. En fait, quand on va dans les négociations, il y a la Commission qui fait une première proposition. Assez classiquement, la Commission est plutôt ambitieuse, mais modérément, quoi. Le Conseil va se positionner après assez en dessous de la proposition de la Commission. Et le jeu, donc c'est le Conseil, le jeu c'est toujours proposition de la Commission, Conseil en dessous, et puis Parlement au-dessus, parfois même très au-dessus. Mais parce qu'il y a aussi, on sait qu'on va aller dans les négociations, et il faut qu'on puisse avoir une position forte, parce qu'on sait qu'on n'aura jamais ce qu'on veut, quoi. Et si on veut que le Conseil arrive le plus loin possible, le plus près possible, soit de la position de la Commission, soit un peu au-dessus de la position de la Commission, il faut que nous aussi, on soit assez volontariste. Donc, première chose. Deuxième chose, ce qui a un peu changé aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'il change, c'est que le Parlement européen a dit on a deux priorités. Un, l'enveloppe globale, le 1,3%, et deux, les ressources propres. Comme l'a très bien dit Amélie, les ressources propres, ça ne sort pas de nulle part non plus. Il y a une cohérence aussi. Il faut qu'on puisse avoir de la valeur ajoutée, donner de la valeur ajoutée aux politiques publiques européennes, leur donner un sens. Et il faut aussi qu'on puisse financer les nouveaux défis. Donc les ressources propres, c'est un très bon moyen de répondre à ces deux objectifs. Le Parlement européen a une position très claire qu'on a reprise, qui est on ne vote pas le cadre financier pluriannuel si on n'a pas d'avancée sur les ressources propres. Là-dessus, on a un clivage entre certains États qui est plutôt aussi un clivage géographique. Clairement, les États du Nord sont anti-ressources propres et plutôt un peu... Pardon, je vais reprendre l'expression de Nathalie, ils ont des oursins dans les poches. Donc ça, c'est les positions classiques. Néanmoins, je pense qu'au niveau du Conseil, les esprits ont quand même évolué, ça bouge lentement, mais sûrement. Là, ce qui se passe pour ces négociations actuelles, c'est que le Parlement menace de ne pas voter le cadre financier pluriannuel si on n'a pas d'avancée sur les ressources propres, et demande à la Commission de mettre en place ce qu'on appelle un plan de contingence, c'est-à-dire si on n'a pas d'accord, parce que ce qui est précisé aujourd'hui dans les traités, c'est qu'il n'y ait pas... Je suis trop longue déjà. Non, c'est que s'il n'y a pas d'accord au Conseil entre les chefs d'État et de gouvernement, on prévoit ce qu'on appelle les 12e provisoires, enfin pas les 12e provisoires, mais bon, on s'assure qu'il n'y ait pas de shutdown, voilà. Mais c'est seulement dans l'hypothèse, dans le traité, c'est seulement dans l'hypothèse où il n'y a pas d'accord au sein du Conseil. Nous, on dit, très bien, mais si le Parlement n'est pas d'accord avec la position du Conseil, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, il sera facile pour les chefs d'État et de gouvernement de dire, voyez, le Parlement, franchement, quelle responsabilité, vous, bénéficiaires, vous n'avez plus de crédit à cause du Parlement. Donc, on demande à la Commission de travailler sur un plan de contingence. Voilà sur nos principales demandes. Vraiment, je le redis, je pense que là où on voit qu'il y a des blocages au Conseil, le Parlement européen peut être l'empêcheur de tourner en rond du Conseil. Et si on peut jouer, nous, en vous rendant service
à toi Amélie, au président de la République, pour titiller un peu le Conseil, pour faire avancer aussi les esprits auprès de nos collègues allemands, danois, qui ne sont pas hyper favorables aux ressources propres, eh bien on a notre rôle à jouer. Et à mon sens, on a vraiment une stratégie à mener. Donc c'est aussi la vraie plus-value qu'a Amélie quand tu viens à chaque fois nous voir à Strasbourg. Le fait qu'on ait des relations étroites, c'est une vraie plus-value et il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble. Je crois que ça ne se faisait pas auparavant. Si je peux me permettre, en fait, c'est une configuration politique un peu nouvelle. Parce qu'effectivement, pendant quelques années, les pouvoirs politiques en place n'avaient pas forcément les relais aussi nombreux. Mais bon, il y a toujours eu des échanges assez forts quand même entre les parlementaires français et les gouvernements qui étaient en charge de la négociation. Après, ce qui est sûr, c'est que là, on a une adéquation très bonne. Et donc, je vais tous les mois à Strasbourg. Je vais au Parlement à Strasbourg, pas au Parlement quand il est à Bruxelles, je vais à Strasbourg, je le dis parce que parfois on me demande est-ce que je suis vraiment engagée pour le siège de Strasbourg, donc oui, et ça me permet tous les mois du coup de voir les députés et de pouvoir échanger. Mais il y a toujours eu des échanges, après il faut qu'on arrive à être tactiquement bien alignés pour que ces échanges, il ne soient pas juste des échanges sympathiques et cordiaux, mais qu'ils soient des échanges qui politiquement font la différence. Ouais, c'est toute la stratégie à mener. Et dernière chose, pour vous expliquer un peu la configuration du Parlement européen. Avant cette élection de mai, le PPE, la droite conservatrice, et les sociodémocrates s'entendaient entre eux, donc ils faisaient leur deal sans tenir compte des autres groupes. La donne a changé. Les PPE et SND sont fragilisés. Et nous, ce qu'on voit en commission des budgets, pour vous dire aussi à quel point le budget, c'est un outil politique vraiment, c'est que c'est un sujet et un outil de confrontation entre le Parlement et le Conseil. Et ça, si le budget n'était pas politique, ce ne serait pas un objet de confrontation. Donc véritablement, on a un outil très fort là. Et on arrive à trouver une majorité assez large au Parlement européen pour s'opposer au Conseil ou pour avoir un projet de budget très fort, très volontariste. La donne politique, elle a changé. Le PPE, les députés PPE sont clairement fébriles parce que pour la première fois, ils peuvent être mis en minorité par une alliance SND vers Renew. Parce que sur des tas de sujets, on est très proche des SND, on est très proche des Verts. Et ça permet quand même de pousser un peu dans les négociations. Clairement, la majorité, celle sur laquelle on travaille au sein de la commission des budgets, c'est PPE, SND, Renew, Verts. On travaille très très bien ensemble. Dans l'équipe de négociation, on fonctionne très très bien. Je sais qu'Amélie, toi tu as vu certains des co-rapporteurs et il me semble que ça s'est très bien passé. On travaille vraiment très très bien ensemble et on est sur une position alignée face à la commission et au Conseil. Et véritablement, cette nouvelle donne politique nous permet de faire avancer des positions fortes pour nous, notamment sur les sujets climat. On a pu, dans le budget 2020, on a pu, dans la résolution qu'on a adoptée sur le cadre financier pluriannuel, avoir inséré des éléments très forts sur la question de la protection du climat, sur le montant des dépenses liées au climat. Donc véritablement, la donne a changé et on le vit tous les jours au Parlement européen. C'est vraiment un mandat qui s'annonce passionnant pour nous. Merci. Merci beaucoup. Merci Valérie. Lim, alors peut-être pour réagir sur ce que vous venez d'entendre, moi je lisais une interview de vous avant de venir qui date de 2013 mais qui à mon avis est encore d'actualité. Vous appeliez à l'époque, c'était dans l'Opinion, c'était une interview avec Isabelle Marché, et vous appeliez à l'époque les États et la Commission à prendre rapidement des initiatives qui ont un impact visible sur la croissance, l'emploi, la réduction des inégalités. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que dans ce que l'on porte aujourd'hui dans le débat politique européen, est-ce que c'est toujours au cœur des préoccupations qui sont au cœur des préoccupations politiques des uns et des autres? Est-ce que vous portez toujours cette ambition-là? C'est plus que jamais d'actualité. Et on a aujourd'hui un allié de choix. Cette réunion arrive à brûle-pourpoint, puisque c'est la dernière de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, au Conseil des gouverneurs, qui s'est réuni aujourd'hui. Et c'est passé inaperçu aux yeux du grand public, mais le président de la Banque Centrale Européenne, c'est lui l'allié en question, intervient très peu.
dans la presse. Draghi n'a pas accordé d'interview en 2017 et 2018, et là, il vient d'accorder une interview fleuve au Financial Times, qui est le journal de référence des milieux d'affaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, et pour déclarer que l'union monétaire ne peut pas être viable sans solidarité budgétaire. On est au cœur du sujet. Et là, il met le pied dans le plat carrément parce que ce n'est pas de sa compétence de parler de politique budgétaire. C'est très rare qu'un président de Banque centrale européenne, réputé indépendante par ailleurs, se mêle de la politique budgétaire en appelant très précisément les États membres à réfléchir à ce fameux budget de la zone euro dont on parle ici. Enfin, on n'a pas vraiment parlé, mais qui fait partie des débats budgétaires. Et puis, de façon connexe, il épingle aussi les États qui aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités pour relayer l'action qu'il a prise sur le plan monétaire en ne relayant pas ça par des politiques budgétaires plus expansionniste afin de compléter les mesures de relance qu'il a prises face à une Europe qui aujourd'hui est en train de plonger un petit peu dans une conjoncture assez morose. Les prévisions de croissance sont très mauvaises pour l'année prochaine. L'Allemagne est en décroissance, sa prévision de croissance c'est 0,5 et la menace déflationniste que craignait le président de la Banque centrale en 2012 n'a pas disparu. Donc il en appelle à la politique budgétaire à tous les niveaux, au niveau des États membres et au niveau communautaire. Alors au niveau communautaire, pourquoi ? Parce que c'est sur ce point-là que je voudrais me focaliser, parce que c'est le sujet du moment. Draghi est avant tout un économiste. Il a lu le prix Nobel Robert Mundell, qui en 1961 a publié un article sur ce qu'on appelle les zones monétaires optimales. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Une zone monétaire optimale, c'est une zone économique très intégrée où les régions ont à voir les unes avec les autres. Et donc ça justifie l'intégration économique, voire une intégration politique. Et la question se posait dès cette époque-là de savoir si l'Europe était une zone monétaire optimale. Et donc, les relations monétaires entre les zones monétaires optimales pouvaient être agencées par des monnaies dépassant les frontières qui étaient internes à ces zones monétaires. On pouvait avoir dans une zone monétaire optimale plusieurs pays, mais si la zone est un tout intégré, disait Mundell, on avait peut-être intérêt à une monnaie commune, une monnaie unique, en relation de change plus ou moins flexible avec les monnaies des autres zones. Et donc, on a vu dans cet article les prémices de la constitution de ce que sera, 40 ans après, la zone euro. Sauf que quand on s'intéresse aux économistes qui ont interprété Mundell et à Mundell lui-même, ils reconnaissent que au point de départ, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. C'est pas une zone économique complètement intégrée où la mobilité des facteurs de production est parfaite. Et donc, il y a encore des logiques nationales, si vous voulez. Et donc, tout le problème de l'intégration économique, c'est d'organiser la convergence des différentes régions. Et une convergence, évidemment, vers le haut. L'Europe, sur le plan économique, ne peut fonctionner que si tous les pays convergent. Vous ne pouvez pas fonctionner avec des pays qui ont des niveaux de développement tellement différents que la productivité par tête des uns les pousse à avoir des salaires très bas, et puis dans d'autres endroits, vous avez une productivité par tête plus élevée dans les pays du noyau dur de l'Europe, vous avez des salaires beaucoup plus élevés. Donc si vous voulez un tout intégré qui fonctionne, il faut faire converger tout le monde. Et c'est le rôle très précisément du budget européen que de faire converger les régions les plus en difficulté vers les régions les plus en pointe. C'est
les fonds structurels ont cette fonction, les politiques de cohésion ont également la fonction de lutter contre les inégalités territoriales et sociales. Et tout ça devrait faire partie normalement d'un budget qui a une fonction de solidarité interrégionale. Et tu as évoqué tout à l'heure, ou vous avez évoqué, je ne me souviens plus, mais aux États-Unis, on a un budget qui fait 20% du PIB américain et qui, très précisément, a cette fonction. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas ce budget-là. On n'est pas à 20%, on a 1%. Alors certes, le budget américain, c'est un budget qui n'est pas qu'un budget d'investissement, c'est un budget de fonctionnement, enfin c'est un budget grandeur nature d'un État fédéral qui se respecte. En Europe, on n'a pas un État complètement fédéral, c'est le moins qu'on puisse dire, et on a 1% du PIB communautaire, essentiellement consacré pour 40% à la politique agricole commune, pour 30% au fonctionnement des institutions, et il vous reste quoi ? 30 malheureux % pour la cohésion et pour organiser la convergence économique. 30% de 1000 milliards sur 7 ans, donc 30% de 160 milliards sur une année, faites vous-même le compte, c'est que dalle, quoi. Hein. Le budget de la France, c'est 300 milliards, bon, vous voyez ce que je veux dire. Le budget de l'État, la sécurité sociale, c'est 400 milliards, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, avec ce rikiki, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est le problème que pose le président de la Banque Centrale Européenne. Comment gérer ce qu'on appelle techniquement les chocs asymétriques, c'est-à-dire les difficultés rencontrées par les régions les moins en pointe, si on ne peut pas financer les infrastructures, et encore moins la transition écologique aujourd'hui qui est nécessaire un petit peu partout, pour organiser cette convergence vers le haut. Alors, le président de la République l'a compris, lui aussi. C'est pour ça que je dis que vous avez un allié potentiel avec Mario Draghi. Le discours de la Sorbonne a été extrêmement important dans ce débat, parce qu'il vient relayer un rapport qu'on appelle le rapport des 5 présidents, qui a été discuté il y a 2 législatures, où les 5 présidents, donc les présidents des institutions européennes, ont commis un rapport pour dire, grosso modo, qu'il fallait aller plus loin dans l'intégration économique en créant une union budgétaire avec un budget de la zone euro, avec un ministre des Finances de la zone euro, avec une harmonisation fiscale. Enfin bref, toutes ces choses que Emmanuel Macron a repris dans le discours de la Sorbonne. Car vous ne pouvez pas avoir un budget, un embryon de budget fédéral, appelons un chat, si vous n'avez pas un impôt européen qui alimente les ressources propres et qui permettent d'aller au-delà de la logique des retours, très précisément. Vous ne pouvez pas avoir ça si vous n'avez pas d'harmonisation fiscale, puisque cet impôt européen, dans les réflexions qu'ont les gens au Parlement européen, normalement c'est un impôt sur les sociétés harmonisé sur la base d'une assiette commune et consolidée, avec une harmonisation des taux et avec une partie qui alimenterait le budget européen. Hein. Il y a eu un rapport d'initiative qui a été adopté à une grande majorité au Parlement européen il y a 2 législatures, mais qui est resté lettre morte, parce qu'au Conseil, vous avez toujours un État qui forcément est contre, puisque c'est l'unanimité qui prévaut sur les questions fiscales. Donc, ce débat sur les ressources propres, il plombe tout, parce que si vous n'avez pas les ressources propres, vous n'avez pas les dépenses. Et le gros problème du budget, c'est que le Parlement européen discute certes des dépenses, mais qui est maître sur les ressources ? Ce n'est pas le Parlement européen, c'est le Conseil. Et au Conseil, dans une logique intergouvernementale, eh bien, on l'a dit tout à l'heure, les pays du Nord sont défavorables à l'harmonisation fiscale. L'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg et même l'Allemagne ne sont pas favorables à une harmonisation et à un alignement de la fiscalité vers le haut, et a fortiori pour alimenter un budget dont les Allemands ne veulent pas, parce que ça serait pour eux des dépenses publiques supplémentaires à l'échelle européenne, et les dépenses publiques, ça pose évidemment après leur financement par l'emprunt, donc ça pose le problème des eurobonds, et les eurobonds, ça leur fait hérisser les cheveux sur la tête. Donc, lorsque le président de la République pose tous ces problèmes-là sur la table, il a raison.
du point de vue du fonctionnement de l'euro. L'euro ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas ça. Si vous n'avez pas cette intégration économique supplémentaire, si vous n'avez pas ce saut fédéral, si vous n'avez pas un trésor européen qui lève l'impôt européen, qui lève l'emprunt européen et qui abonde les ressources propres au-dessus de la logique des retours des États qui financent actuellement le budget sur le RNB, sur le revenu national brut, bah vous n'aurez pas le développement des politiques de cohésion qui sont souhaitées. Alors, si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous avez ? Comme on n'a pas une zone intégrée, comme on n'a pas ce que j'ai appelé tout à l'heure une zone monétaire optimale, bah vous avez une stratégie qui s'est imposée, qui est défendue par les pays du nord de l'Europe, et en particulier par l'Allemagne, et qui s'appelle la stratégie dite d'évaluation interne. Parce qu'auparavant, comment on faisait quand il n'y avait pas l'euro ? Quand il n'y avait pas l'euro, les pays en difficulté ajustaient le taux de change de leur monnaie à la baisse pour établir leur compétitivité et redémarrer ainsi leur économie. À partir du moment où on fait le choix politique, le choix géopolitique de l'euro, parce qu'au point de départ, le choix Mitterrand-Kohl, c'est un choix géopolitique, bah, il faut se poser la question de comment ça peut fonctionner économiquement. Économiquement, si vous n'avez pas le budget fédéral dont j'ai parlé, bah, la seule façon d'ajuster les déséquilibres macroéconomiques, si vous n'avez pas les ajustements par le taux de change, puisque vous avez l'euro, eh bien, la seule façon, c'est d'ajuster par la baisse des salaires, par la baisse des dépenses, pour pouvoir baisser les impôts afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, des États qui sont en déséquilibre. Bref, vous êtes obligé d'appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui des politiques de l'offre et de les appliquer dans tous les pays. Alors, la dévaluation interne, en soi, bon, elle a sa cohérence, si vous voulez. Je sais que dans La République En Marche, vous êtes plutôt des partisans de la politique de l'offre. Bon, que moi, par ailleurs, avec d'autres économistes un petit peu atterrés, nous combattons dans certaines publications. Mais ce n'est pas le débat. Le débat que je veux poser ici, c'est pourquoi Draghi, aujourd'hui, tire la sonnette d'alarme ? Il tire la sonnette d'alarme parce que tout le monde se rend compte que les politiques de dévaluation interne menées conjointement dans tous les pays de la zone euro engendrent des menaces déflationnistes. Alors la déflation, c'est quoi ? C'est très simple à comprendre, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas économistes, mais la déflation, c'est une tendance à la baisse des prix. Et les prix tendent à baisser quand l'offre est supérieure à la demande. Et l'offre tend structurellement aujourd'hui dans la zone euro à être supérieure à la demande parce que si vous baissez les salaires et les dépenses dans tous les pays, vous aboutissez à un jeu non seulement à somme nulle, mais pire, à somme négative. Parce que si tout le monde baisse ses salaires en même temps, bah, personne n'y gagne. Hein, si tout le monde pratique les mêmes politiques de l'offre, pour aller vite. Tout le monde fait du CICE, par exemple. Bon, bah, personne n'y gagne, puisque tout le monde fait la même chose. Tout le monde baisse ses dépenses sociales pour ne pas peser sur la compétitivité des entreprises, parce que c'est financé sur le coût du travail, etc., etc. Bon, résultat des courses, eh bien, vous avez non seulement baissé la demande dans votre pays, mais si tous les pays le font, vous baissez la demande intra-européenne. Et c'est ça qui est à l'origine de la menace déflationniste que cherche à combattre la Banque centrale. C'est pour ça que la Banque centrale a pris les mesures non conventionnelles. Alors, il y a des mesures qui ont été faites pour récupérer les actifs toxiques des banques commerciales qui s'en sont délestées en contrepartie de liquidités fraîches. Mais ensuite, Draghi est allé beaucoup plus loin. Il a fait des politiques non conventionnelles ciblées dans l'économie réelle où l'objectif était que les banques financent les investissements dans l'économie réelle. Et donc, il estime avoir fait le job. Il a même racheté les actifs publics sur le marché obligataire pour détendre les taux d'intérêt et enrayer la crise des dettes souveraines pour que les États puissent se financer aux taux les plus bas possibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit « J'ai tout fait, c'est à vous maintenant d'utiliser les marges de manœuvre budgétaires dont vous disposez pour relancer l'économie face à la menace déflationniste. » Et c'est ça qui, en permanence, va plomber la zone euro. Si vous n'avez pas un budget important à l'échelle communautaire pour faire face non seulement aux déséquilibres régionaux, mais aussi pour faire face aux ralentissements conjoncturels quand ils interviennent, et si en plus
vous avez des textes qui limitent l'utilisation des politiques budgétaires nationales, six-pack, pacte de stabilité renforcé, etc., etc. Bah, la seule façon que vous avez d'ajuster les déséquilibres, c'est de mener des politiques dites de l'offre qui, disons-le clairement, mais on ne sera peut-être pas tous d'accord dans la salle, sont non seulement impopulaires, mais finissent par ne pas être efficaces économiquement. Elles le seraient, et je termine là-dessus, si par exemple les mesures qui ont été prises pour restaurer le taux de marge des entreprises conduisaient celles-ci à investir. Mais le gros problème, c'est que, vous le savez tous, aujourd'hui, les profits sont à leur pic historique, mais la part qui est consacrée au versement de dividendes, bah, elle atteint 85% des profits nets, ce qui fait que la part consacrée à l'investissement, elle est très faible. Et ça commence à se voir. Et les inégalités qui explosent et le chômage qui persiste, ça commence à se voir. Donc voilà le tableau qu'on peut dresser. Je pense que il faut vraiment, si on veut que l'euro fonctionne, hein, parce que l'euro c'est un choix politique, hein, et je termine là-dessus parce que je ne veux pas être trop long. Je pointais une contradiction avec Garance dans la dernière conférence à laquelle on a participé. C'est que les Français se disent attachés à l'euro dans les enquêtes d'opinion. Bon. Mais problème, pour que l'euro fonctionne, bah, c'est qu'il faut un sceau fédéral. Il faut un sceau fédéral avec un budget, un trésor, et donc un pouvoir accru du Parlement européen sur les États. Parce que si vous voulez que ça fonctionne, vous ne pouvez pas avoir l'Irlande qui, tous les 4 matins, vous dit non, moi je veux l'impôt sur les sociétés qui baisse, et les Hollandais qui disent, les Néerlandais qui disent non, nous on veut rester quasiment un paradis fiscal. Donc vous pouvez pas avoir ça. Donc vous êtes obligé de vous appuyer sur le Parlement européen, qui est l'institution la plus fédérale. Et vous êtes obligé d'organiser le plus démocratiquement possible les transferts de compétences à l'échelle communautaire. Donc quand vous expliquez ça aux Français, vous leur dites, bon, vous êtes attachés à l'euro, mais pour que ça fonctionne, bah, il faut habiller les tâches supplémentaires. Alors là, c'est là qu'ils disent, ah, nous, notre République, on y tient quand même, quoi. Notre souveraineté, on y tient quand même. Donc là, vous voyez où est la contradiction. Et c'est pas seulement en France, et c'est pas seulement chez les populistes. Vous allez à tous les étages, parmi les élites européennes, tous tiennent à la souveraineté des États. Les Irlandais, les Néerlandais, les Allemands en premier. Il suffit de voir comment ils réagissent sur tous les dossiers européens. D'où le fait que ça finit par une politique des petits pas, par des compromis, par des négociations de couloir à Bruxelles et à Strasbourg. Mais c'est une politique des petits pas qui est insatisfaisante parce qu'on est, pardonnez-moi l'expression, entre deux chaises là. C'est pas satisfaisant parce qu'on va pas au bout de l'intégration et ça peut pas fonctionner. Et puis, les États qui tiennent à leur semblant de souveraineté, bah, on ne tire pas les conclusions. Dans ce cas-là, si on ne peut pas utiliser les instruments de l'intégration, bah, peut-être qu'il vaut mieux revenir aux bons vieux ajustements de taux de change comme le font d'autres pays, comme le font les Britanniques, comme le font les Américains, comme le font les Japonais, comme le font tous les autres pays du monde. Et dans ce cas-là, le débat que couvrent certains économistes sur la possibilité de revenir à des taux de change ajustables au sein d'une coopération internationale sans compromettre le projet européen n'est pas forcément quelque chose de débile. Alors moi je ne suis pas un fétichiste de la monnaie, hein. Qu'on comprend bien, hein. Je suis ni favorable à tout prix à la monnaie unique, ni un fanatique du retour aux monnaies nationales. Je dis simplement la monnaie c'est un instrument. Il faut se donner les moyens il faut qu'on puisse la contrôler pour aboutir à un projet politique. Et si les choses sont pas mûres, bah faut quand même qu'on mette les choses sur la table à un moment donné, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Alors il nous reste une vingtaine de minutes tous ensemble, donc je vous propose de vous donner la parole pour que vous puissiez interpeller nos trois débatteurs et levez la main. J'imagine qu'il y a un micro qui va passer dans la salle. Je vais prendre les questions par 3 et puis une pour chacun et comme ça après vous répondez. Voilà. Oui, allez-y monsieur. Bonsoir, bravo pour les contributions. Je pense que tout le monde est d'accord apparemment sur la table, c'est normal, on est français, pour augmenter les prélèvements obligatoires au niveau européen et de les passer de 1 à 3.
Ce que je voudrais, c'est vous entendre réagir par rapport à l'objection de nos partenaires européens qui considèrent que l'anomalie en Europe, c'est pas l'Irlande, c'est la France, puisque nos prélèvements obligatoires sont 15 à 18 points supérieurs à tous nos voisins. Et donc la question, effectivement, la réaction, je dirais l'opposition et les difficultés qu'on a à faire passer nos idées, c'est qu'évidemment, les pays du Nord, mais pas simplement, craignent que la France, comme d'habitude, propose plus d'impôts, plus de prélèvements, et ne traite pas son problème lui-même. Donc je me demande si aujourd'hui on a un problème d'audibilité vis-à-vis de nos partenaires, et si toutes les bonnes idées peuvent passer compte tenu de l'anomalie française quelque part dans l'économie européenne. Merci. Une autre question ? Oui. D'abord, merci pour vos présentations qui sont très intéressantes. C'est un peu difficile de réagir à chaud là, parce qu'on n'a pas préparé, donc les idées sont forcément un petit peu confuses. Mais quand je vous entends, monsieur, je trouve que vous avez un discours qui est comme assez tourné vers des modèles économiques assez classiques, où on raisonne croissance. Là où, quand j'entends Amélie de Montchalin, on parle plutôt de solidarité et vous n'avez pas d'autonomie ou de souveraineté au niveau Europe. Et je trouve que moi, j'aurais bien aimé entendre quelque chose qui consisterait à dire, c'est comment on va dans ce sens-là, qui est la souveraineté, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on veut ? C'est effectivement d'avoir une société durable et solidaire, qui a une espèce de contrainte qui s'opère en ce moment, c'est la contrainte environnementale et climatique, et que la question de la croissance, est-ce qu'elle est la bonne réponse, ou est-ce que la question est plutôt la question de se dire, c'est comment on gère une meilleure répartition de la ressource, et non pas forcément une augmentation de la ressource, et donc une croissance. Et c'est ça qui me gêne dans ce que vous dites, c'est que je ne trouve pas l'articulation entre cette problématique environnementale qu'on a actuellement, et cette question de quel est le modèle de société qui va permettre de prendre en compte une ressource qui est contrainte. Merci. Une troisième question, une dame peut-être ? Et la prochaine sera pour vous. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos contributions. J'ai une question simple. J'ai eu la chance d'être européenne et de pouvoir voyager et voir à gauche et à droite dans certains pays ce qui se passe. Et il y a un grand problème en fait en Europe. On a de la chance en France d'avoir un niveau de vie, pour pouvoir vivre, ce qui n'est pas le cas partout, en Italie, ce qui n'est pas le cas en Espagne. Et en fait, ma question est simple. Quand vous préparez le budget et dans le travail que vous menez actuellement, est-ce que vous prévoyez crise, bulle immobilière ? Parce que c'est un mot et ce sont vraiment des problématiques qui reviennent assez souvent et c'est vraiment assez important. Et je pense notamment pour les jeunes européens. Merci beaucoup. Alors Amélie, peut-être pour la première question, et Lim pour la seconde, et Valérie pour la troisième. Alors, sur les prélèvements obligatoires, l'anomalie française, je vous cherche des yeux, mais voilà, vous êtes toujours là. Quand on parle d'augmenter les prélèvements de 1 à 3. Aujourd'hui, le Parlement dit 1,3% et nous, on est à... la Commission dit 1,11 et certains disent 1. Là où votre question elle est très intéressante, c'est que moi, je crois à la valeur ajoutée européenne. J'avais eu des longs débats avec Jean Arthuis, qui occupait des fonctions assez proches de celles de Valérie à la commission des budgets dans la précédente mandature. C'est pas normal que quand on crée une politique européenne, à la fin, si on fait la somme de toutes les dépenses publiques, ça coûte plus cher que si on n'avait pas mis en commun des ressources. Bon, donc on est 27 ou 28, on va dire qu'on est 28 encore pour quelques jours. On est 28. Si on met un 29e budget, qui est le budget commun, la somme de toutes les dépenses publiques ne doit pas augmenter parce qu'on a créé un budget européen. Et donc, quand on parle de recherche, par exemple, on va mettre 100 milliards ensemble sur 7 ans sur la recherche européenne. Ce n'est pas pour faire du doublon avec ce qu'on fait dans les États. C'est pour qu'il y ait une partie de l'effort de recherche français qui passe par l'Europe. Donc, ça veut dire que cette recherche-là, c'est pas qu'on la finance plus en France, mais par exemple, l'augmentation des moyens qu'on doit donner à la recherche, on dit ça passe par l'Europe. Quand on parle de Frontex, vous savez, ces gardes-côtes européens, c'est parce que plutôt que chacun des 28 États rajoute des gardes-côtes, on se dit on va faire un effort ensemble, et puis peut-être qu'on mettra moins de gardes-côtes nationaux, mais on aura plus de gardes-côtes européens qui pourront, par exemple, aller là où c'est intéressant qu'ils aillent. Parce qu'il y a peut-être des frontières où, à un moment donné, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir des gardes-frontières. Quand on parle d'agriculture, il y a beaucoup de choses qu'on met en commun, notamment parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on peut mieux gérer les marchés, etc. Donc là où je vous rejoins,
c'est que quand la France arrive, l'étendard en disant « Les amis, c'est l'Europe conquérante, donnez-nous de l'argent à faire bien », si on n'a pas le deuxième message qui est comment on a une vraie valeur ajoutée et comment, quand on fait la somme des 28 budgets plus celui-là qui est le 29e, ça aboutit pas à une hausse de la dépense publique totale, c'est crédible. Si on ne fait pas cet effort-là, je suis d'accord avec vous, c'est sympathique, hein, on peut faire financer par tout le monde plein de choses, à la fin on n'a plus de sous, hein, plus personne. Donc c'est pour ça qu'on ne cherche pas à augmenter les prélèvements obligatoires totaux de l'Europe, on cherche peut-être à ce qu'il y ait une plus grande fraction qui aille directement au niveau européen parce qu'on sait que c'est plus efficace. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est par exemple la sécurité civile. On a créé une flotte européenne de Canadair. Bon, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas des incendies toujours au même moment partout en Europe. C'est un peu idiot que tout le monde rachète des Canadair et des hélicoptères si en fait il vaut mieux qu'on ait un pool commun et puis qu'il aille là où il y a besoin. Bah, ça c'est typiquement une dépense, c'est moins de dépenses pour les États parce qu'on n'achète pas chacun 12 Canadair. Par contre, on en a acheté 24 ensemble, divisé par 28 pays, c'est vachement plus rentable. Donc, c'est là pour vous montrer, le but, c'est pas de dépenser plus d'argent en plus de tout ce qu'on fait déjà, c'est de mettre en commun des endroits où on a de la valeur ajoutée à faire ensemble. Et par contre, sur les ressources propres, ce que je pense, c'est qu'il y a des impôts qui, typiquement, c'est pas la peine que la France invente une taxe carbone ou la taxe digitale, par exemple. Le but, c'est qu'un jour, elle devienne européenne, collective, parce qu'on sait qu'elle sera plus efficace et qu'on pourra l'allouer à des dépenses européennes. Quand on parle de ressources propres, bah, c'est pas pour qu'on fasse des impôts, nous, plus des impôts européens, mais peut-être qu'on change notre structure d'imposition. Et ça, je pense que c'est au fond la beauté de l'Europe. Ça n'a aucun intérêt de faire ensemble si ça coûte aussi cher que si chacun est dans son coin. C'est parce qu'on mutualise, qu'on met des moyens ensemble et surtout qu'on pense que c'est plus efficace. Sinon, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de politiques qui n'ont pas beaucoup de sens à mettre ensemble. On ne va pas faire des crèches au niveau européen. Parce que créer une crèche, c'est un investissement local, il faut former des gens localement, il n'y a pas de valeur ajoutée à mettre des moyens ensemble. En revanche, par exemple, sur le fonds d'aide aux plus démunis, le FEAD, bah, au départ, c'était pour gérer les excédents de la politique agricole, bah, ça faisait du sens de l'organiser ensemble, etc. etc. Mais, donc voilà mais effectivement, il faut que la France fasse l'effort de se dire, c'est pas juste dépensons plus, c'est comment, en dépensant ensemble, ça marche mieux que si chacun de nous dépensions chacun dans notre coin. Oui, alors je vais répondre sur la transition écologique. Oui, j'ai eu un propos très macroéconomique, mais qui n'épuise pas le débat sur le contenu des dépenses qu'il faut engager. La politique écologique en Europe, elle passe essentiellement par des mesures qui consistent à corriger ce qu'on appelle les défaillances du marché. Ça passe... Alors, comme il n'y a pas d'harmonisation fiscale, on demande à chaque État d'appliquer sa propre taxe carbone, avec les succès qu'on connaît, ou les déboires qu'on connaît. Et puis, il y a le marché des droits à polluer, qui ne fonctionne pas très bien, parce qu'on a abouti à un prix de la tonne carbone qui est trop bas, parce qu'on a émis trop de droits à polluer et que, eh bien, il y a eu un lobbying de la part de tous ceux qui sont pour le productivisme pour pas qu'on modifie les quotas d'émissions de droits à polluer. Bon, donc c'est un échec. Le vrai sujet, c'est un sujet budgétaire, la transition écologique. Si vous voulez installer des unités de production et de distribution d'énergie renouvelable partout en Europe. Si vous voulez mailler le territoire européen par un réseau de transport non polluant, chemin de fer, ferroutage, etc., qui soit suffisamment dense, bah, ça ne pousse pas comme des champignons sur les marchés ou dans les bois. Ça coûte cher, il y a des coûts fixes importants parce que c'est du réseau tout ça. Donc il faut une impulsion, il faut de la commande publique. Et il faut une commande publique, a fortiori à l'échelle européenne, si on met en place des infrastructures européennes. Et notamment dans les pays qui n'ont pas cette habitude écologique. Donc la dépense engagée à l'échelle européenne en matière de transition écologique est appelée à devenir importante si on passe aux travaux pratiques. Alors, le problème, c'est qu'avec un budget comme on a, c'est même pas la peine d'y penser. La croissance, moi, je suis favorable à la décroissance des dépenses inutiles.
Mais si vous faites croître les dépenses utiles, telles que celles que je viens d'indiquer, vous verrez que la somme, elle sera positive, compte tenu des besoins qui existent aujourd'hui en matière de transition écologique et en matière sociale. Je ne vous parle même pas en matière d'investissement dans le numérique ou dans les secteurs innovants. Donc, si vous faites la somme des deux, des dépenses utiles à faire croître et des dépenses inutiles à faire décroître, vous aurez de la croissance, mais de la bonne croissance. Le vrai sujet, c'est la bonne croissance. Le débat sur les indicateurs de croissance, les indicateurs de développement humain que le Programme national des Nations Unies a construit, c'est ça. C'est pourquoi construire des indicateurs de développement humain, des indicateurs de bien-être, c'est pas pour le bien-être des chercheurs, non. C'est pour orienter les politiques budgétaires. C'est pour dire, voilà, les États fédéraux doivent s'engager vers telle ou telle dépense qui ont pour but d'accroître l'IDH. C'est ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de contradiction, à mon avis, entre militer pour vous n'aimez pas le terme de croissance, mais une augmentation des richesses utiles pour l'humanité et pour la planète. Il n'y a pas contradiction entre ça et militer en faveur de la transition écologique, parce que la transition écologique nécessite des investissements, très précisément. Merci. Valérie ? Sur la question sociale, et Amélie, tu compléteras ce que je dirais, l'Europe sociale, elle existe en fait. Elle n'est pas satisfaisante, on en est au balbutiement, mais elle existe. Le Fonds social européen, il a un effet levier évident sur les territoires, y compris en France. Même si il y a une logique de fléchage des crédits en direction des régions qui sont les plus défavorisées. Notamment dans la prochaine programmation, la Commission a envisagé d'augmenter les ciblages, le fléchage sur l'inclusion, les jeunes aussi, sans emploi et sans formation. Donc, bien sûr, il faut que on puisse avancer sur l'harmonisation fiscale, sur l'harmonisation sociale, mais on n'y est pas. Et ce que je peux dire aussi, alors par rapport aux crises que vous évoquez, il y a des instruments dits de flexibilité, on peut utiliser les marges d'imprévu, etc. Au-delà de ces questions très techniques, il y a une réalité, c'est que le budget, en fait, il se négocie soit dans des salons, soit au fond d'un couloir, très tard dans la nuit. Et ça limite quand même la vision de ce qu'on peut faire ou des problématiques auxquelles on pourra répondre ou on devra répondre en 2027 ou en 2028. Donc là, on a aussi un vrai sujet. Et pour faire le lien avec l'actualité, normalement, le Conseil de la semaine dernière devait crever, pardon l'expression, mais crever les abcès sur les montants du cadre financier pluriannuel. Ah, mais ça a été complètement passé à la trappe parce que Brexit, parce que Commission, etc., etc. Et je crois même que Donald Tusk n'est pas un grand fan des questions budgétaires, et s'il peut reporter à décembre et après les questions budgétaires, tant mieux. Donc on a aussi un problème aussi d'affrontement des questions budgétaires. D'une manière tout à fait cohérente, il faudrait pouvoir les anticiper de manière raisonnée, raisonnable, travailler sur la... Sauf que les négociations, elles se font dans l'urgence, et comme chacun reste campé sur ses positions, c'est le jeu aussi des négociations, eh bien on avance difficilement. Mais je te laisse compléter, Amélie. J'ai pas compris si votre question c'était est-ce qu'on prévoit les crises dans le budget, ou si votre question c'est est-ce qu'on a des outils pour répondre aux conséquences de la crise immobilière qui s'est passée en Espagne. Non, c'est vraiment s'il y a quand même des marges. Oui, des outils déjà pour prévoir cela, parce qu'on voit qu'il y aura probablement des crises, c'est évoqué, et comment on réagit à cela, comment ne pas juste financer les banques, créer encore une crise de confiance, voire de vulnérabilité. Le budget, alors, donc je comprends bien la question. Le budget européen, il ne finance pas les banques. Donc je vous dis, il finance des élus locaux qui ont des projets, il finance des entreprises qui font de la recherche, il finance des chercheurs qui font des projets, il finance des jeunes à qui on donne une formation pour qu'ils aillent trouver un boulot. Donc le budget européen, on ne parle pas de la banque centrale, le budget européen, il finance des projets. Et ça, c'est très important, parce que parfois on mélange un peu toute la masse d'argent de la Banque centrale et le budget, c'est les 1000 milliards d'euros dont on parle, ou les 1200 milliards d'euros dont on parle, c'est pour 7 ans. Ils vont se transformer en infrastructure, en entreprise, en brevet, en recherche, en travail, en formation pour les jeunes, etc.
Mais votre point, il est important, c'est ce que je disais au début, c'est que c'est la tension, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des budgets nationaux et des budgets européens. Souvent, on nous dit, nous, au niveau national, oh là là, vous travaillez que pour le court terme. Et donc, vous êtes soumis aux aléas. Il y a une crise, vous faites ci, il n'y a plus de crise, vous faites ça. Et donc, vous êtes en permanence en train de courir derrière la situation économique, la situation sociale. Et souvent, dans des débats avec des gens comme vous, mais quand je parlais du budget français, on me disait, il n'y a pas de vision de long terme, d'investissement, d'innovation, de recherche. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on arrivait à bien coordonner les outils nationaux et les outils européens, on pourrait dire, les États s'occupent de leur situation à plus court terme, avec des budgets annuels, on vote tous les ans un budget, et puis l'Europe, elle porte ce qui a de la valeur ajoutée ensemble sur les grands programmes de recherche, d'innovation, de soutien à l'économie, de formation des jeunes, de capital humain au fond, parce que c'est ça qu'on crée quand on forme des gens, c'est qu'on leur crée du capital humain. C'est comme le capital financier, ça s'investit, ça prospère et ça crée de la richesse collective. Là où il y a une difficulté, c'est que, on l'a vu en Espagne, il y a parfois des pays qui sont soumis, parce qu'on en a parlé, à des chocs asymétriques, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui, d'un seul coup, surtout avec beaucoup de chômage, très peu de ressources, et donc c'est là où il faut qu'on crée la solidarité entre nous, et c'est pour ça qu'on veut, en France, créer, notamment, par exemple, une assurance des assurances chômage. C'est un pays qui a d'un seul coup énormément de chômage, il faut qu'il puisse trouver des ressources pour financer le chômage, pas parce qu'il va être durable, mais parce que c'est un choc qui arrive dans un pays seulement, alors que les autres vont bien. C'est pour ça qu'on veut avoir un budget de la zone euro pour qu'on puisse avoir, quand certains pays vont très bien et d'autres vont très mal, comme on partage la même monnaie, et ça a été très bien expliqué au départ, avoir des ressources qui peuvent s'allouer et rééquilibrer les choses. Ça, c'est ce qu'on porte. On n'est pas tout seul à le porter, il y a des gens qui commencent à le comprendre, qui voient bien ce que ça veut dire. L'exemple espagnol a été un très bon réveil, au fond. C'est qu'on a créé une situation tellement magnifique, en fait, elle était fausse, un peu un mirage. Et puis, en fait, après, ça a des graves conséquences. Mais c'est vrai que si on n'est pas solidaire à ce moment-là, ça a des conséquences durables. Mais on essaye d'avoir cette vision. Mais je pense qu'il faut toujours articuler les budgets nationaux et les budgets européens, parce qu'on n'a pas la même fonction. Merci beaucoup. Je vais reprendre 3 questions. Alors, il y en avait une au premier rang, ici. Et puis ensuite, mes collègues dans la salle feront le reste. Merci. Je voulais poser la question, à monsieur ou à madame du Parlement européen. Parce que vous avez parlé dans le budget des dividendes que perçoivent les nationaux dans chaque pays, donc les dividendes impactent énormément, ces revenus impactent énormément sur les investissements. Et donc, je voulais savoir, est-ce que le Parlement, si j'ai bien compris, c'est le Parlement européen qui régule, qui met en place les mécanismes, et si c'est le cas, est-ce que quelque chose existe pour avoir le contrôle sur les dividendes qu'il faut payer justement à ses bénéficiaires? Ça, c'est une question. Et deuxièmement, puisque si j'ai bien compris, c'est dans les investissements justement qu'on peut résoudre ce problème de budget européen. Je veux dire dans les États, donner un nouveau souffle aux États. Est-ce que le Parlement a un mécanisme d'incitation pour que les banques puissent suivre? Parce que les banques sont liquides, mais elles ne suivent pas. Ce n'est pas les projets qui manquent, mais les banques ne suivent toujours pas, soit parce qu'on n'a pas la bonne carte de visite, soit parce qu'on n'a pas le bon nom, soit parce qu'on n'est pas né à l'endroit où il faut. Donc, est-ce que le Parlement européen réfléchit ou a un mécanisme d'incitation qui permet justement que ces fonds, sur 7 ans, qui peuvent même ne pas être utilisés, puissent être mieux exploités, exécutés par les banques? Parce que si je comprends bien, le jeu, ce sont les banques qui ont les clés de ce... Oui, puisque les citoyens ont des projets. Même si l'Europe n'a pas la possibilité d'avoir cette visibilité, comme on appelle ça, locale,
Il y a des projets. Oui, c'est entendu. Merci beaucoup, Et madame. maintenant, ma dernière question, Non, c'est à la alors, ministre. une question. J'en ai une seconde. Ma dernière question, question. c'est sur les migrations, madame la ministre. Vous avez parlé de solidarité, c'est bien, mais on a aussi parlé d'écologie, mais vous savez que le problème des migrations, c'est, comme on dit, c'est l'épine dans les pieds de l'Europe. Alors, à qui s'adresse-t-on pour présenter des projets concernant les migrations? Voilà. Je vous remercie. Question est posée. Merci beaucoup. Oui, Une question. merci, bonsoir. Ça s'adresse notamment à monsieur l'économiste, donc Joël Einstein. Est-ce que, évidemment, ça passerait par une confiance vis-à-vis de Bruxelles et convaincre l'Allemagne, mais la problématique d'un budget, au fond, assez dérisoire, vous avez évoqué le 1,3 ou 1,1%, ne pourrait-il pas être très fortement augmenté par l'intermédiation des emprunts au niveau européen, en euros, avec des placements internationaux peut-être aussi hors de l'Europe, ce qui aurait un certain nombre d'avantages et qui permettrait peut-être aussi d'ailleurs, de manière peut-être un peu paradoxale, à l'euro de baisser un peu, parce qu'au fond, il est quand même très surévalué, mais surtout d'obtenir des ressources considérables pour que Bruxelles et le Parlement puissent organiser l'allocation utile dans de grands projets d'investissement. Merci, monsieur. Madame, une dernière question, et puis après, nos trois orateurs Oui, répondent. j'ai une seule question. Je voudrais savoir, madame la ministre, madame le député, si vous êtes le point, bref, d'accord et désaccord avec la présentation macroéconomique très, très intéressante de monsieur l'économiste, parce que j'ai l'impression qu'il a dit que peut-être l'AREM, le gouvernement n'était pas d'accord. Et puisque je suis à l'AREM depuis le début, que je n'ai jamais entendu parler de ça, alors expliquez-moi un peu. Je sais, on n'a pas beaucoup de temps. Merci, madame. Alors, qui se lance? Allez. Non mais on m'a invité pour mettre un peu de poil à gratter, donc j'en ai mis juste un petit peu. non, mais je vais répondre sérieusement à monsieur. Sur le budget de la zone euro, le gros problème, c'est que au Conseil ECOFIN de juin dernier, l'Allemagne a dit nein. Le résultat des courses, c'est un budget de la zone euro de 1,7 milliard sur 7 ans. Point barre, il n'y a plus rien à négocier. Et c'est pas que l'Allemagne. C'est les pays de ce qu'on appelle la nouvelle Hanse qui sont derrière également, qui ne sont pas favorables à une plus grande intégration. Alors, les eurobonds, mais là, c'est casus belli. C'est une ligne rouge pour les Allemands. Ils n'en veulent pas. Alors, ils ne veulent de budget européen, de budget de la zone euro, que sous le principe que M. Schäuble appelait le principe de la macro-conditionnalité. Autrement dit, ça serait une cagnotte, une toute petite cagnotte, pour récompenser les pays qui appliqueraient les bonnes réformes structurelles dans le cadre des politiques de l'offre, très précisément. Les bonnes politiques de dévaluation interne. Parce qu'ils savent que ces politiques-là ont des effets récessifs à court terme. Donc la cagnotte servirait à compenser le déficit d'activité économique résultant des effets pervers des réformes structurelles à court terme. Ça ne sert qu'à ça, le budget de la zone euro. C'est la macro-conditionnalité. Vous êtes des bons élèves. Vous allez peut-être en pâtir pendant un court terme. On vous donne de quoi compenser le ralentissement conjoncturel grâce à cette cagnotte. Mais point. C'est pas du tout ce dont on parle ici. C'est pas de financer les grands projets transnationaux. Donc c'est pour ça, moi je suis très sceptique sur cette affaire-là. Je suis extrêmement sceptique. À partir du moment où ils ont clos le dossier, bon, le discours de la Sorbonne, il est beau, tout ce que vous voulez, mais c'est terminé cette affaire. C'est pour ça que je vous parle de politique des petits pas, et ça me paraît extrêmement compromis.
et pas seulement sur le long terme. Là, vraiment, sur la succession de court terme qui va former le long terme, je ne vois pas comment on fait autrement que de ne pas se dépatouiller dans des compromis qui sont complètement boiteux. Et quand je vous dis que les logiques nationales restent fortes, bon, je ne vais pas aborder des questions qui fâchent, mais pourquoi le PPE nous en veut, nous les Français? Parce qu'on n'a pas respecté la logique fédéraliste du Spitzenkandidat qui voulait que le leader du parti arrivé en tête aux élections européennes soit le président de la Commission européenne. Et on l'a joué en intergouvernemental. Tout comme on l'a joué en intergouvernemental pour négocier le budget de la zone euro, sans s'appuyer sur le Parlement européen, qui aurait été un allié de poids. Donc là, il y a une question stratégique, mais bon, ça c'est, moi je suis pas dans vos sphères, je vois ça de l'extérieur. Les sphères ne sont pas très élevées, je vous rassure. Donc, on est sur le même plancher là. Je mets les choses sur le tapis. Après, il y a des gens qui sont aux responsabilités. Je pense qu'ils sont suffisamment responsables pour savoir ce qu'ils ont à faire. Alors, par rapport à Madame, très rapidement, je me suis fait mal comprendre. Je crois que je me suis fait mal comprendre. L'histoire des dividendes n'a rien à voir avec les subventions du budget européen. Quand je parlais des dividendes, c'était le fait que lorsqu'il n'y a pas de budget et qu'il n'y a pas de politique publique pour organiser la convergence des économies en difficulté, comme on l'a dit à propos des chocs dits asymétriques, quand il y a une montée du chômage, qu'est-ce qu'ils sont condamnés à faire ? Ils sont condamnés à appliquer des politiques d'abaissement des coûts pour restaurer leur compétitivité, pour vendre moins cher à l'étranger et pour reconquérir des parts de marché et restaurer leur équilibre extérieur. C'est ce qu'on appelle des politiques de l'offre. Et donc l'objectif, pour aller très simplement, pour le dire très simplement, c'est d'augmenter les profits, de baisser les salaires et de prier pour que les entreprises utilisent les profits pour investir. Sauf que les entreprises n'utilisent pas les profits pour investir, ils l'utilisent en majorité pour distribuer des dividendes. Et comme la fiscalité sur les dividendes, vous le savez, est devenue très favorable, donc on distribue beaucoup de dividendes en ce moment et ça creuse les inégalités. Et les inégalités augmentent alors que les salaires baissent et que le chômage persiste, donc ça commence à se voir en matière d'inégalité sociale. C'est pas par hasard si Piketty est à la mode aujourd'hui. Bon, donc c'est ça. C'est justement ça, c'est simplement ça que je veux dire. Non, mais le Parlement, c'est pas sa compétence, c'est pas le champ de compétence du Parlement. Le champ de compétence du Parlement, c'est ici de débattre des dépenses du budget communautaire. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'évoquais. Je vais peut-être. En fait, il y a eu 3 débats ce soir. On a parlé de 3 choses assez différentes. Mais je pense que c'est important qu'on le dise parce que sinon on va tous tout mélanger dans notre tête. Il y a eu un débat sur l'argent que les Européens mettent en commun pour financer la recherche, l'innovation, la politique agricole commune, le développement rural, la défense ensemble, les avions Canadair, etc. Ça, c'est le budget européen. C'est le fameux 1% qui est un budget de financement de projets. Ça, c'est ce sur quoi on travaille nuit et jour. Et ça, c'est le budget européen classique. Sur 7 ans. 2021-2027. Il y a eu un deuxième débat qui a été introduit, c'est le budget de la zone euro. C'est comment, au sein de notre monnaie de la zone euro, on essaye d'avoir des moyens communs pour, on en a parlé, quand il y a des crises, pouvoir continuer à répartir notre richesse, investir ensemble et pas rentrer dans ce que notre ami a décrit comme une spirale déflationniste. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire des réformes, mais à la fin, en fait, on aggrave le problème. Et ça, c'est une ambition française claire. C'est qu'effectivement, à partir du moment où on a dit c'est 17 milliards, on met aucune ressource propre et on va faire juste le minimum, je suis d'accord avec l'économiste sur le fait que ce n'est pas satisfaisant. Et donc, on n'a pas lâché l'affaire, mais on voit bien qu'il faut qu'on s'y reprenne et qu'on réfléchisse à comment on peut revenir sur le sujet de manière plus convaincante. Et puis, on a eu un 3e débat, qui est la politique monétaire. Et donc, il y a d'autres gens dans l'économie qui financent l'économie. Heureusement, il n'y a pas que nos impôts. Il y a les banques, il y a les entreprises, et donc il y a tout le cycle de soutien à la croissance. Et donc, on a eu, vous voyez, un débat en 3 temps. C'est quels sont les projets européens qu'on finance avec de l'argent ensemble. Il y a qu'est-ce qu'on fait au sein de la zone euro pour rééquilibrer le fait qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui exportent beaucoup, puis il y a des pays qui n'exportent pas beaucoup, qui ont beaucoup de déficits. Et donc, ça fait quand même des déséquilibres. Et puis, il y a un 3e débat qui est qu'est-ce qu'on fait faire à la BCE dans un monde où on a des entreprises, des banques et d'autres gens qui contribuent à la transition écologique. Vous tous, épargnants, vous contribuez à la transition écologique.
Parce que la façon dont vous allez placer votre assurance vie, votre épargne retraite et votre livret A, eh ben, ça change beaucoup ce que ensuite les entreprises et les citoyens font. Et vous avez beaucoup plus d'argent parce que je peux vous dire que l'assurance vie en France est 1700 milliards d'euros. C'est donc plus que tout ce que je viens de vous dire sur 7 ans. Et donc il ne faut pas oublier qu'il y a le budget de la zone euro, il y a le budget européen, il y a la BCE et puis il y a vous tous. Parce que vous tous, vous avez par votre épargne ensemble beaucoup d'argent. Donc on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur... C'est pas qu'on n'est pas d'accord. Moi je partage beaucoup de ce qui a été décrit. Je considère quand même que au temps où nous sommes responsables, maintenant, là, vous voyez, 2019, c'est suicidaire en France que de ne pas aider les entreprises à créer des emplois. Après, est-ce que l'environnement dans lequel on prend ces décisions, il est optimal à long terme? Probablement pas. Mais nous, on est là aux responsabilités aujourd'hui. On a 8% de chômage en France, il faut bien qu'on aide des entreprises à créer des emplois. Si tout le monde fait pareil et que rien ne change et qu'on n'a pas de budget de la zone euro et qu'on n'a pas d'ambition en Europe, je suis d'accord qu'on prend des risques. Mais nous, vous voyez, quand j'étais député, quand on travaille aujourd'hui en 2019, je pense que tout ce qui est dit là, ce sont des bonnes réformes à conduire, ce sont des bonnes questions, mais, et c'est un peu paradoxal, les incitations qu'on a autour de nous font qu'on est un peu obligé quand même de se dire que pour résoudre le chômage, on n'a pas d'autre baguette magique que d'aider les entreprises à embaucher. Donc j'ai essayé de faire un petit topo conclusif pour remettre bien dans les cases de tout le monde ce de quoi on a parlé, pour qu'on ait bien le budget européen qui finance des projets, le budget de la zone euro qui permet de rééquilibrer, et l'action de la Banque centrale qui est très très liée à ce que vous, les épargnants, vous faites de votre argent, et ce que vous faites, en fait, ce que votre banque fait de votre argent. Et ça, je voulais juste conclure là-dessus, vous avez beaucoup de pouvoir, parce que si vous décidez de financer l'économie des entreprises, ça ne fait pas la même chose que si vous décidez de financer la dette publique des États. Donc si j'ai un conseil à vous dire, nous, on peut faire plein de choses, mais pour que l'économie européenne aille mieux, pour qu'on réussisse la transition écologique, il faut que vous placez bien votre épargne, parce que c'est beaucoup plus d'argent que ce dont on vient de parler ce soir. Je vous remercie. Bon, je vous remercie tous les trois pour ce débat. C'était un moment extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Merci Amélie d'avoir recontextualisé les choses, ça me permet de faire l'économie de cette conclusion et donc j'en suis très heureux. Non, en tout cas, sincèrement, merci beaucoup, c'était très enrichissant. C'était la première conférence pour nous de ce type-là. On va en faire d'autres dans les semaines à venir sur des sujets extrêmement différents. Je voulais avoir un mot pour les équipes qui ont organisé cette première conférence, pour Garance évidemment, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui sont autour d'elle. Pour Stanislas Guérini, qui est peut-être plus là, mais qui a été moteur dans l'impulsion de ce cycle de conférences. Et puis à vous toutes et vous tous qui étaient là ce soir, nombreux. Et on espère vous retrouver aussi nombreux la prochaine fois. Merci beaucoup et bonne soirée.